Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre à la une de ce 7 Info le soir. Des sourires, des accolades, mais aussi des larmes d'émotion. Les résultats du BEPC 2025 sont tombés et ils marquent une nette progression par rapport à l'année dernière. Dans l'actualité régionale, focus sur une visite présidentielle de haut niveau. Le président de la transition guinéenne, le général Mamadi Doumbouya, est à Abidjan pour une visite d'amitié et de travail. Et puis, en cette journée mondiale de lutte contre la désertification, gros plan sur les efforts engagés en Côte d'Ivoire pour reverdir les terres dégradées. Notre invité ce soir, Siro, président de la Fondation Yes. Commençons donc avec cette belle nouvelle pour le système éducatif ivoirien. Le taux de réussite au BEPC 2025 affiche une nette progression. 51,41%, c'est le taux de réussite enregistré à l'issue de la session 2025 du BEPC. Une progression notable de près de 10% par rapport à l'année dernière. Une performance saluée ce matin par la directrice des examens et concours qui s'est exprimée devant la presse. On l'écoute. Pour cette session 2025 du BEPC, suite aux délibérations, ce sont 606 922 candidats qui se sont effectivement présentés dans les 1006 centres de composition répartis dans nos 41 directions régionales. 312 041 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 51,41% contre 40,18% en 2024. Le taux national de réussite connaît donc une avancée notable de 11,23 points. Je dis bien plus 11,23. Ces chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire, car autour des résultats, ce sont aussi des scènes d'émotions intenses qui ont marqué cette journée. Les résultats du BEPC 2025 ont été accueillis dans une ambiance chargée d'émotions. Cris de joie, larmes de soulagement, étreinte entre élèves, parents et enseignants. Ce moment tant attendu est venu couronner une année scolaire intense, marquée par l'effort et la persévérance. Avec un taux d'admission en nette hausse par rapport à 2024, ces résultats reflètent le sérieux des candidats et l'implication de toute la communauté éducative. Reportage de Déborah Bonou. Des cris de joie, des larmes d'émotion coulant sur les visages de parents et d'enfants, c'est dans une atmosphère chargée d'intenses émotions, mêlant soulagement, fierté et parfois déception, que les candidats au BEPC ont découvert leurs résultats. Après une année de travail, avec beaucoup de résilience, j'ai réussi à avoir mon examen et je suis très content. Je suis dans la joie. Mon enfant a eu son BEPC. Je rends gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je rends gloire au Seigneur. Je rends gloire au Seigneur. Je rends gloire au Seigneur. Voir son enfant réussir un examen, c'est vraiment une grâce, non seulement de Dieu pour la famille, mais aussi une joie pour l'enfant et aussi pour les parents qui, durant toute une année, quand même, ont espéré ce grand jour en réalité. Cette année, les candidats se sont investis avec sérieux et détermination tout au long de l'année scolaire, ce qui s'est reflété dans les résultats obtenus. Dans notre centre, nous avons eu 750 candidats et 5 absents. Ça dit que pratiquement tout le monde est là et nous avons autour de 83% d'admis. 83%, 46% d'admis dans le lycée classique 2. Aux candidats ajournés, il ne reste plus qu'à redoubler d'efforts et tirer les leçons de cette année. Et pendant que les élèves fêtaient ou digéraient leurs résultats, une autre activité battait son plein aux abords des centres d'examen. En Côte d'Ivoire, les périodes d'examen dépassent largement le cadre scolaire. Elles deviennent aussi des temps forts pour l'économie informelle. Autour des centres d'examen, de nombreuses femmes commerçantes saisissent l'occasion pour proposer aux candidats de quoi se restaurer ou s'équiper rapidement. Notre journaliste reporter d'images, Mesmer Yao, est allé à leur rencontre. Il nous propose un menu bien garni. Suivez-le dans ce petit marché improvisé à l'ombre des salles d'examen. Autour des centres d'examen, l'agitation ne vient pas uniquement des candidats. De nombreuses femmes, comme cette vendeuse, profitent de l'affluence pour vendre la nourriture. En tout cas, Dieu fait grâce moi. Dieu me fait grâce.
Ça va chez moi. Oui. En période d'examen, si je vends, je peux avoir 50 000, je peux avoir 60 000. C'est comme ça chez moi. Cependant, tout le monde ne partage pas le même enthousiasme. Si certaines commerçants se frottent les mains, d'autres déplorent la faiblesse des ventes. En période d'examen, bon, ça ne marche pas trop comme ça. Ça ne marche pas trop comme ça. C'est quand il y a école, là, ça marche. Mais l'examen, là, c'est pas trop ça. Pour les élèves, ces petits commerces apportent une certaine praticité, surtout lorsqu'ils n'ont pas eu le temps de bien se préparer avant de quitter la maison. La présence des femmes au niveau des zones constitue un bon, parce que quand on sort d'établissement, quand nous avons faim, c'est elles qui nous aident à manger et nous déstresser. Quand on vient voir le niveau, devant la table, les trucs qui constituent, si on voit qu'ils sont dans de bonnes conditions, on achète la nourriture et on mange. Une dynamique commerciale temporaire mais précieuse qui prouve que même dans le stress des examens, l'économie locale trouve son souffle. Pendant ce temps, sur la scène politique régionale, un événement important se déroule à Abidjan. Le président de la transition guinéenne effectue une visite officielle qui pourrait renforcer les liens entre nos deux pays. Le général Mamadi Doumbouya est en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire depuis ce mardi à midi. À son arrivée, il a été accueilli par son homologue ivoirien, Alassane Ouattara. Objectif, renforcer les relations bilatérales entre les deux pays voisins, liés par une histoire commune et des échanges économiques dynamiques. Au menu des discussions, coopération sécuritaire, libre circulation et développement du commerce sous-régional. Cette rencontre sera également l'occasion d'aborder les transitions politiques en cours en Afrique de l'Ouest. Il s'agit là de la première visite officielle du général Doumbouya en Côte d'Ivoire depuis sa prise de pouvoir en 2021. Un reportage signé Lucien Aoussi, commenté par Ashley Duprat. À son arrivée au palais de la présidence à Abidjan, le général Mamadi Doumbouya, président de la transition en République de Guinée, a chaleureusement été accueilli par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié, de fraternité et de coopération entre les deux pays voisins. Pour cette première visite officielle sur le sol ivoirien, le général Doumbouya était accompagné d'une importante délégation composée notamment du ministre des Affaires étrangères, du ministre des Infrastructures ainsi que du secrétaire général de la présidence guinéenne. La Côte d'Ivoire et la Guinée sont des pays frères et amis. Et je me réjouis des relations séculaires, de coopération et d'amitié qui existent entre nos deux pays depuis de nombreuses années. Dans le cadre de ces excellentes relations, notre pays accueille une importante communauté guinéenne, comme vous l'avez constaté ce matin, qui vit en parfaite harmonie avec leurs sœurs et frères ivoiriens. Et il en est de même pour de nombreux Ivoiriens qui résident en Guinée. Votre visite nous offre l'opportunité d'aborder des sujets d'intérêt commun en vue de raffermir davantage ces excellentes relations. Je souhaite bien évidemment l'apaisement en Guinée pour permettre des élections apaisées comme nous avons l'intention de le faire en Côte d'Ivoire. Chers grands frères, c'est un immense honneur pour moi d'effectuer cette visite en terre africaine de Côte d'Ivoire. Symbole de force, de résilience et de beauté. Une terre qui, sous votre leadership, Monsieur le Président, s'est affirmée comme un modèle de progrès, de stabilité et de vision pour notre continent. Je souhaite vous remercier sincèrement pour l'invitation que vous m'avez adressée et l'accueil chaleureux qui a été réservé à ma délégation ainsi qu'à moi-même. Cette visite marque une étape significative dans la relance et la consolidation des relations bilatérales, avec en ligne de mire une coopération plus dynamique et mutuellement bénéfique entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Après ces dossiers d'actualité politique et économique, prenons un temps pour respirer et nous ouvrir à la création et aux arts. Place à la chronique culture. Avec notre chroniqueuse, on parle aujourd'hui de ce qui fait bouger les arts et les esprits, des coups de cœur, des découvertes ou encore des rendez-vous qui ont eu lieu ou à ne pas manquer. Bonsoir Raïma. Bonsoir Mam. Bienvenue. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu ce soir ? On va parler d'événements qui ont marqué le week-end.
Très bien. Eh bien, retour sur 2 événements musicaux qui ont marqué Abidjan le samedi dernier, le week-end dernier. Tout d'abord, cap sur l'Institut français, où la talentueuse Jaël Boni a donné un concert le vendredi 13 juin à partir de 19h, un concert baptisé Connexion. Et ce soir-là, la chanteuse musicienne du centre de la Côte d'Ivoire a su mêler jazz, blues, hip-hop, soul, avec des titres à succès tels que Femme forte, Torture. Et le public est venu massivement se laisser emporter par sa voix envoûtante. Maman, fallait y être. On a des images. On aura l'occasion d'en parler et tout. Et en même temps, il y avait des artistes qui sont montés sur scène pour soutenir Jaël Boni. On peut citer Defty, qui est rappeur ivoirien, Jack Deli du groupe Woody, sans oublier Kajim, là on parle du reggae. Et Connexion, c'est l'occasion pour Jaël Boni de se connecter au sien. On a des images, Mam qui est si impatiente. On regarde. L'ombre de vie dans des paradis sans sanglots d'esprit, en manteau d'espoir sur les ondes, sanglots de joie sur l'éphémère diplôme. Jaël Boni. Et Connexion, c'est aussi pour relier des instruments, des genres, des époques. Et on pouvait voir le djembé, le violon et aussi le dodo. Le dodo, qui est un instrument de musique bété, résonnait aux côtés du piano et aussi de la guitare. C'était époustouflant. Mam, ce n'est pas tout, tu l'as dit, des événements. Bien. Tu es plutôt zouglou, coupé, décalé, dis-nous tout. Moi, je suis très musique, donc j'écoute un peu de tout. Alors, vraiment, je suis ouverte. D'accord. Et dimanche dernier, les papas ont été célébrés. Et au soir du dimanche, le Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire a vibré au rythme du zouglou, le concert Trinity de Yabongo Lova. Et c'était une soirée riche en musique, en ambiance électrique, une soirée marquée par des tubes à succès, une salle comble. Et l'artiste a plutôt donné ce concert pour ses fans VIP. C'est ce qu'il a dit. Et il n'était pas seul également sur scène. On pouvait voir Mewe, on pouvait voir aussi Onel Mala et aussi Soumbil. Et fallait y être. Fallait vraiment y être. Avec non, mais les concerts zouglou, on le sait, les concerts zouglou, c'est toujours bien. C'est toujours bien d'y être. Et avec son orchestre, avec son groupe Orchestre La Lumière, Yabongo Lova a donné plus de 2 heures de spectacle. On va regarder aussi, on a des images justement, et on pouvait voir, là on pouvait voir Yabongo Lova qui faisait sa toute première apparition, vêtu de blanc, avec des danseurs en pleine chorégraphie. On pouvait sentir aussi cette alchimie entre lui et le public, de l'émotion, de l'énergie, de la communion, la salle qui était grande. Également, et des stars du ballon rond tels que Franck Kessier, Oumar Diakité qui ont répondu présent. Franchement, ça a été un show. Alors Raïma, Mam, ce n'est pas tout. Un concert à l'Institut français, un autre Sofitel Hôtel Ivoire. À noter dans vos agendas, le 21 juin sera célébrée la fête de la musique. Et c'est un événement mondial que la Côte d'Ivoire célèbre avec ferveur. Et plein d'événements sont à l'affiche pour ce 21 juin. Le Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire qui organise un événement. On va voir surtout ce lieu qui va accueillir 3 artistes, musiciens qui vont venir tout droit de la Russie, justement pour 2 concerts exceptionnels les 21 et 22 juin à partir de 19h. Il s'agit d'un violoniste originaire de Kazan, une pianiste formée au conservatoire de Moscou et aussi un ténor au timbre expressif. Et l'entrée est totalement libre, mais la consommation est payante. Voilà. Très bien, alors rendez-vous pour la fête de la musique les 21 et 22 juin à partir de 19h au Sofitel Hôtel Ivoire. Exactement. Merci beaucoup Raïma. Merci Mam. Alors ici, la culture nourrit nos esprits, notre environnement, lui,
a besoin plus que jamais de notre attention. 17 juin, nous célébrons la journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse, un rendez-vous crucial pour rappeler l'urgence de protéger nos sols, nos forêts et nos écosystèmes fragilisés. La désertification et la sécheresse ne sont pas des menaces lointaines, elles sont déjà à l'œuvre ici en Côte d'Ivoire, où les sols s'appauvrissent et les forêts reculent. État des lieux, causes et conséquences avec Irina Été. Il n'en reste plus que 2,88 millions, moins de 10% de la superficie nationale. En 2024, près de 162 000 hectares de forêts naturelles ont encore disparu, l'équivalent de plus de 226 000 terrains de football. Chaque année, ce sont entre 150 000 et 200 000 hectares qui partent en fumée ou en plantation. Le recul touche tout. Les forêts rurales où vivent les populations et où les cultures s'étendent. Les forêts classées, zones protégées de l'État. Les causes, l'agriculture, l'exploitation du bois, l'orpaillage, mais surtout les cultures industrielles, cacao, EVA, anacarde. Résultat, des forêts dégradées, épuisées, parfois remplacées par des champs. La faune paie aussi le prix fort. Les éléphants, les chimpanzés du parc national de Taï et les hippopotames pygmées sont en danger. Certaines espèces pourraient avoir disparu d'ici 2035 si rien ne change. Pour approfondir ce sujet crucial, nous recevons ce soir un invité engagé, un artiste qui agit concrètement pour la planète, Siro, président de la Fondation IS. Bonsoir Siro. Bonsoir, comment et merci d'être avec nous. Merci. Merci beaucoup. Alors Siro, avec la Fondation IS, vous reboisez, vous sensibilisez, mais surtout vous mobilisez. Quelle est la signification de cette journée mondiale pour vous? C'est une journée très importante. Pour moi, c'est l'une des journées les plus importantes parce qu'aujourd'hui, vous savez, sans les arbres, nous ne sommes rien. Et il est très important que nous protégions notre environnement. Il est important pour tout le monde. Ouais. Alors, pourquoi est-ce que c'est important d'en parler aujourd'hui, ici en Côte d'Ivoire surtout? Vous savez, avant, la Côte d'Ivoire avait 16 millions d'hectares de forêt. Aujourd'hui, nous avons 10 millions et quelques. C'est pour vous rappeler encore que nous avons perdu 90% de notre couvert forestier. Or, quand on parle de la Côte d'Ivoire partout dans le monde, c'est à cause de son agriculture. Sans forêt, il n'y a pas d'agriculture. Bien sûr. Voilà. Alors, on parle souvent de déforestation, mais un peu moins de désertification et de sécheresse. Pourtant, les conséquences, on le sait, sont visibles. Donc, on a perte de terres agricoles, insécurité alimentaire, migration. Selon vous, est-ce que la population est consciente de ça? Je pense qu'en Côte d'Ivoire, nous avons une très belle politique, d'abord contre la désertification. Et raison pour laquelle vous avez vu le gouvernement soutient, par exemple, les paysans au nord à planter l'anacarde. Ça lutte aussi, même si ce sont des petits arbres, mais ils séquestrent quand même beaucoup de CO2. Voilà. Et votre fondation s'est engagée depuis 2022 dans le reboisement, avec plus de 1000 hectares déjà plantés. Donc reboiser, c'est aussi lutter contre la désertification? Oui, vous savez, pour faire une forêt, chaque arbre compte. Et reboiser, pour moi, c'est faire deux fois, c'est lutter deux fois contre la désertification. Ouais. Reboiser, c'est important. Il faut que nous reconstituions ce que nous avons détruit. Voilà, pour pouvoir permettre à tout le monde d'être à l'aise. Sinon, on ne laissera pas d'héritage à nos enfants. Bien sûr. Ouais. Alors, lors de votre dernière action, justement, à Sini Mafia, vous avez mis l'accent sur l'implication des communautés locales. Pourquoi cette approche communautaire est essentielle pour restaurer les sols et l'environnement? Au fait, vous savez, le reboisement que nous faisons, il a trois volets. Il y a le volet de la communication, qui est la chose la plus importante, parce qu'il faut emmener les gens à avoir un comportement éco-citoyen. Mais il faut que ces personnes même viennent aussi pour participer à un reboisement, pour voir combien de fois il est difficile de replanter ce que nous avons détruit. C'est à partir de là que vient la prise de conscience. Et il y a le troisième volet qui est de laisser un héritage. Donc le faire avec les jeunes et les étudiants, dans le but de leur inculquer ces valeurs-là. Vous savez, l'arbre, c'est le témoin de la vie. Et quand vous mettez un plant en terre, vous êtes le témoin du témoin. Alors, le changement climatique, on le sait, accentue la sécheresse.
Est-ce que vous constatez déjà ces effets dans les régions que vous parcourez, que vous traversez à travers la caravane de reboisement? Oui. Vous le constatez même ici. Les saisons ont décalé. Aujourd'hui, personne ne peut donner un calendrier fixe, pluviométrique pour l'agriculture. Tout a changé. Mais je pense qu'avec les efforts qui sont faits de partout, ça va aller. Mais chacun doit se mettre dans la tête que chaque année, il doit mettre un plan en terre, c'est important. Parce que chaque arbre compte pour faire une forêt. Chaque arbre compte pour faire une forêt. Bien sûr. Quand vous plantez un arbre ici à Abidjan, c'est comme si vous envoyez de la pluie au Niger. Alors, est-ce que l'artiste que vous êtes aujourd'hui se sent porteur d'une responsabilité écologique? Oui, raison pour laquelle nous nous sommes engagés. Vous savez, le reboisement, c'est quelque chose de difficile. C'est très difficile et nous sommes maintenant passionnés. Et je pense que nous portons bien, je pense, cette étiquette. Voilà. Et comment vos chansons et vos actions se rejoignent? Au fait, chaque année, nous laissons 2 mois de tout ce que nous faisons comme activité musicale pour se consacrer au reboisement. Parce que quand nous nous mettons au reboisement, nous sommes dans l'action. Il y a la communication, mais la chose la plus importante, c'est l'efficacité. Donc nous reboisons beaucoup. Et nous sacrifions 2 mois, les mois de la saison pluvieuse. Et à partir du mois aussi de janvier, nous préparons les pépinières, mais avec l'aide des lycéens et des écoliers, dans le but de leur inculquer ces valeurs-là. Bien sûr. Voilà, parce que ce sont eux la vraie pépinière. Bien sûr, c'est l'avenir. Oui. Alors, donc, depuis 2022 que vous êtes engagé, est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? Je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes à... si je fais un point, comme nous sommes encore en pleine caravane nationale du reboisement, nous sommes à 1040 hectares de reboisés Ploma à ce jour. Et quand je dis 1040 hectares, c'est 1011 pieds à l'hectare. D'accord. Donc, quand vous voyez, mettez-vous en tête que nous avons 30 hectares à faire dans la journée, c'est près de 35 000 pieds que nous mettons en terre. Voilà. Alors, la Fondation Iodé Siro collabore avec des partenaires privés comme Orange et parfois des autorités locales. Selon vous, que manque-t-il pour que l'action contre la désertification soit à la hauteur des enjeux? D'abord, je voulais saluer la direction de la SODEFOR, qui est notre partenaire technique. Et les autres partenaires qui nous accompagnent, ce sont des partenaires à saluer. À saluer, pourquoi? Parce que souvent, vous venez de citer Orange Côte d'Ivoire, excusez-moi, mais qui n'a pas dans leur politique RSE, normalement, le reboisement. Mais ils savent que c'est important, parce que la Côte d'Ivoire n'a plus de forêt. C'est ce qu'on appelle une responsabilité. Donc nous avons des sociétés en Côte d'Ivoire qui nous accompagnent pour nous aider à faire le reboisement. Parce que nous-mêmes, on n'a pas de financement, il faut prendre l'argent des chansons pour venir reboiser, pendant que ce n'est pas nous qui avons fini les forêts ivoiriennes. Donc c'est ces entreprises-là qui nous soutiennent. Et je voulais les saluer parce qu'ils savent que c'est très important. Et quand une entreprise nous accompagne, nous demandons à cette entreprise de venir avec ses employés pour venir reboiser. Bien sûr. Voilà. Comme ça, tout le monde est impliqué. Alors, lutter contre la désertification, c'est aussi changer les comportements agricoles, préserver les ressources en eau, éduquer les jeunes, comme vous avez dit tout à l'heure. Est-ce que la Fondation prévoit d'élargir ses actions au-delà du reboisement? Oui, nous faisons le tongia dans tous nos reboisements. C'est de l'agroforesterie. Aujourd'hui, il faut sensibiliser nos parents à l'agroforesterie. C'est très important. Mais on ne peut pas faire de l'agroforesterie dans une forêt qui est déjà qui est à 100% une forêt. Il faut faire l'agroforesterie dans des forêts qui sont dégradées pour en attendant, après 3 ans, permettre à ces forêts-là de repousser tranquillement et enlever les dames pour les femmes que nous soutenons pour les mettre dans une autre place. Okay. C'est très important. Mais il faut privilégier l'agroforesterie.
Voilà. Alors, on va, après la saison des pluies, bien sûr, retomber dans la saison sèche. Quel message vous voulez faire passer aux autorités, aux agriculteurs, à la jeunesse ivoirienne en gros? Au fait, c'est d'avoir un comportement éco-citoyen. Vous savez, pour restaurer un hectare, ça coûte cher. Un seul hectare, c'est des millions. Mais un mégot de cigarette qui n'a même pas de prix peut endommager toute une forêt, des milliers d'hectares. Donc les gens doivent être responsables. Vous voyez, l'an dernier, on a fait un reboisement à Assini qui a brûlé 5 hectares, parti en fumée. Nous sommes allés cette année restaurer ce reboisement-là. Les gens doivent être responsables. Vous voyez partout. Vous voyez aujourd'hui pourquoi, en pleine saison pluvieuse, nous avons des inondations partout. Les caniveaux sont bouchés par le comportement des gens. Jeter toujours les sachets de part et d'autre. Les gens doivent être responsables. Il y a des poubelles. Et les gens doivent mettre leurs ordures dans des sacs poubelles. Alors, Aïma, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est c'est toujours bien, parce que quand on jette les ordures dans la rue, ce n'est pas notre avantage. Non. Pas du tout. Alors, on va terminer sur ça. Quel rêve vous portez pour les 10 prochaines années? Une Côte d'Ivoire plus verte, plus résiliente, c'est possible? Est-ce que c'est possible selon vous? Je dirais une Côte d'Ivoire avec une forêt sempervirente, c'est-à-dire une forêt qui est verte tout le temps. On a besoin de cette Côte d'Ivoire-là. On a besoin d'une Côte d'Ivoire plus verte, c'est-à-dire dans les quartiers. Aujourd'hui, vous remarquez à Abidjan, à part la commune de Cocody, dans les autres communes, tu ne vois même pas un arbre pousser. Tu ne vois même pas un arbre pousser. C'est dangereux. Les gens doivent apprendre à planter des arbres chez eux. Dans 10 ans, nous aurons une Côte d'Ivoire plus verte. Et je demande aux Ivoiriens d'avoir un comportement vraiment éco-citoyen. Voilà. Merci beaucoup, Siro. Merci pour ce partage inspirant. À travers votre engagement, vous nous rappelez que chacun, à son niveau, peut agir pour préserver notre terre et notre avenir. Planter un arbre, sensibiliser un enfant, protéger un hectare, c'est déjà construire une Côte d'Ivoire plus verte et plus forte. Merci encore à la Fondation Yodé Siro et bravo, bonne continuation pour ce combat. Merci, j'espère que vous viendrez à la prochaine étape de la caravane. Oui, bien sûr, si on est invité, on sera là. Vous êtes toujours invité. Très bien. Vous savez que c'est 7 fois les infos. On sera là alors. C'est ici que s'achève notre édition aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. Bonne soirée à toutes et à tous.